Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais l'émission qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart, sur bismart.fr, sur les réseaux sociaux de Bismart. Et bien sûr, vous pouvez nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec Investir responsable, le rendez-vous dédié à l'investissement durable ou responsable de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous ferons le point avec Kim Nguyen, président de Kermit, sur l'investissement responsable en 2023, alors que se tient à l'heure actuelle donc la COP 28. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à l'investissement en résidence senior, un sujet que nous traiterons avec Thaïs Castan, associé chez LIA Finance, mais aussi avec Julien Bay, directeur général de Domitis Invest. Et puis enfin, dans la troisième partie de l'émission, dans l'œil du CGP, nous reviendrons sur les possibilités d'investissement sur un PER jeune, donc pour vos enfants. Nous en parlerons avec Séverine Flotte de Pouzeul, fondatrice de la financière de l'Aubrac. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Et c'est parti pour Investir responsable, le rendez-vous dédié à l'investissement durable ou responsable de Smart Patrimoine. En l'occurrence, alors que la fin de l'année approche et que se déroule en ce moment même la COP 28, nous avons voulu tenter de dresser un premier bilan de l'investissement responsable en 2023. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Kim Nguyen. Bonjour Kim Nguyen. Bonjour Nicolas. Vous êtes président de Kermit. Alors quand on parle de bilan, moi j'ai envie de commencer par un bilan en matière de performance. Et si on regarde au niveau boursier, l'investissement responsable n'est pas ce qui performe le plus cette année, alors même que à la sortie de la crise Covid, il y avait un engouement particulier pour ce type d'investissement. Comment est-ce qu'on décrypte, comment est-ce qu'on explique la situation de l'investissement responsable fin 2023 ? Alors déjà, je crois qu'il faut préciser qu'on est dans une logique de bilan global, qu'on n'a pas tout à fait fini l'année. Alors on va bien sûr, c'est vrai. Bien sûr, il y en a qui tirent leur épingle du jeu, mais globalement, on va dire que tout ce qui est marqué du saut de l'investissement durable aujourd'hui a un peu plus de mal d'un point de vue performance financière, je précise, puisque c'est vrai qu'on pourra parler de choses derrière, mais d'un point de vue purement financier. Et je pense que c'était une année où les planètes se sont pas alignées. Vous mentionniez le post-Covid qui a attiré énormément de capitaux à l'époque. Bien sûr. On avait un alignement de planètes qui était beaucoup plus favorable à l'époque pour l'investissement responsable. Cette année, ça a été une année compliquée, une année de transition. Clairement, d'un point de vue économique, il y a des secteurs qui performent, qui sont, on va dire, pas naturellement liés à l'investissement durable, bien sûr, dont certains liés à la COP 28 ou des choses comme ça. Donc forcément, effectivement, il y a eu un peu de souffrance des fonds qui s'interdisent d'aller sur ces catégories, mais ça fait partie de la règle du jeu. Il y a aussi certaines valeurs de la tech qui surperforment et qui ne sont pas forcément dans tous les fonds non plus, c'est des choix. Donc on va dire que l'investissement durable, d'un point de vue économique, souffre un peu. L'environnement de conflit aussi actuel n'est pas extrêmement... Ça veut dire sur ces secteurs d'activité que quand on fait de l'investissement durable et qu'on s'interdit d'aller dans certains secteurs d'activité, quand le contexte économique ou le contexte géopolitique global fait que ce sont ces activités qui fonctionnent, mécaniquement, l'investissement durable avec un peu plus d'engagement est à la traîne. Bien sûr, bien sûr. Si vous n'allez pas sur les énergies et que c'est l'énergie qui est le secteur principal de performance des indices cette année, les énergies fossiles. Les énergies fossiles, effectivement. Donc c'est là, effectivement, où vous avez une vraie question. J'irais même de façon plus générale, hein, si on regarde au niveau mondial, même sur les énergies renouvelables, ça a été une année compliquée. Hein. Il y a des retraits de projets aux États-Unis sur ces questions-là, pour plein de facteurs qu'on n'abordera pas ici. Mais c'est pour dire que tout le secteur est touché dans son ensemble. Évidemment, quand vous vous interdisez d'aller sur ces secteurs, vous en souffrez dans vos fonds. Après, la question, elle est double. C'est-à-dire de dire par rapport à un fonds, je dirais standard de la finance, je suis en retard. Est-ce que je dois me comparer aux mêmes indices ? C'est la question. Déjà, est-ce que je dois se comparer à des indices qui soient effectivement avec les mêmes contraintes sectorielles que mon fonds ? Et puis, est-ce que j'ai pas d'autres avantages ou d'autres impacts que l'impact financier que j'ai vu à travers mon fonds, qui est quand même un des gros enjeux de la finance durable, c'est-à-dire que oui, on a du financier, mais comme on le voit sur le label ISR, on a aussi d'autres indicateurs, des carbonages, de meilleur traitement de l'égalité homme-femme, des choses comme ça, qui sont aussi des facteurs positifs que là vous retrouvez dans les fonds, forcément par construction dans les fonds durables, qu'on n'aura pas forcément dans les autres fonds. Donc il y a des avantages aussi, mais si on regarde, on s'en tient strictement à la performance, je dirais financière pure et dure, c'est pas une grande année pour l'investissement responsable au sens large, quelles que soient les classes d'actifs d'ailleurs. Mais si je comprends ce que vous nous dites, c'est en gros, on ne peut pas tirer un bilan de l'investissement responsable d'un point de vue uniquement financier. Ça en fait partie, mais on ne peut pas
regarder que ça. Évidemment, puisqu'on se dit, voilà, c'est des investissements qui prennent en compte le financier et l'extra-financier. Et si vous dites on va le comparer que sur la base financière, effectivement, on va se retrouver un petit peu à côté. C'est pour ça. Mais pour autant, et c'est là où je trouve qu'il y a quelque chose qu'il faut souligner, c'est que c'est des investissements qui ne déméritent pas aujourd'hui. Loin de là, il y a des petits écarts, il y en a qui traînent un peu derrière les indices, mais on n'est pas complètement, on n'est pas complètement à côté de la plaque. Et je trouve que c'est plutôt un bon signe. Et puis le deuxième bon signe, je trouve, c'est de dire que ces fonds, effectivement, ne performent pas comme les autres fonds. Parce que s'ils suivaient exactement, si on avait les mêmes performances sur tous les fonds, on aura... Il y aurait peut-être des questions à se poser sur les investissements des fonds durables, effectivement. Exactement. Ouais. Donc là, je vais le voir, moi, de manière positive, en me disant le fait que ces fonds sous-performent, ça veut bien dire qu'ils jouent leur rôle, qu'ils s'interdisent d'aller sur certains secteurs, qu'ils s'interdisent d'aller sur certaines valeurs, qui ont malheureusement bien performé cette année, mais c'était le choix, c'est les règles du jeu du départ, et je trouve que du coup, ça reflète plutôt positivement sur cette catégorie où on a pu dire par le passé, oui, mais ils font la même chose que les autres, c'est juste du greenwashing. Non, aujourd'hui, je pense qu'il y a un vrai travail qui a été fait à travers des labels qui sont plus restrictifs, qui sont plus ambitieux, à travers aussi une réglementation européenne qui s'est durcie. Voilà, donc il y a quelque chose autour de ça aujourd'hui qui me fait dire que finalement c'est une année décevante du point de vue financier. Mais c'est peut-être un gage de crédibilité. Il faut pas jeter toute l'image, il faut pas jeter le bébé avec le du bain et en tout cas pas négliger l'image entière. Après, ce qu'il faut voir, c'est que là on parle beaucoup de la France ou de l'Europe où effectivement il y a des pas qui ont été faits en avant. Aux États-Unis, c'est sûr que c'est pas une grande année, c'est même une année plutôt catastrophique pour l'investissement responsable. Le ESG là est devenu même un mot complètement à éviter. Hein. Même les plus grosses sociétés de gestion disent on ne veut plus entendre parler de ESG. Donc là on est dans un vrai recul en arrière par rapport à ce qui se passe en Europe. L'heure est au bilan, alors on pourrait parler effectivement des évolutions réglementaires en Europe, mais comment expliquer qu'on fasse un pas en avant et un pas en arrière aux États-Unis par exemple, et que même en Europe on en vienne à se poser la question de défaire ce qui a été fait sur CSRD au niveau de la double matérialité, que le sujet soit sur la table. Enfin, comment expliquer qu'au lieu d'avancer un pas après un autre, on en vienne à remettre en cause à chaque fois qu'il y a une évolution sur le secteur ? Je pense que c'est une crise de croissance, simplement. C'est pas une dynamique qu'on peut arrêter, c'est qu'à un moment on se pose beaucoup de questions, on avance très très vite, c'est ce qu'on nous demande, c'est ce qu'on demande à la finance, donc ça avance très très vite, mais il y a un moment aussi où on se trouve confronté à des limites. La notation ESG qui était au cœur de tout ce qu'on a construit depuis quelques années, effectivement maintenant atteint un petit peu ses limites, que ce soit en collecte de données ou en termes d'analyse. Est-ce qu'on peut tout analyser une entreprise avec une seule note ESG qui regrouperait 3 pylônes qui sur 800 données? Est-ce que tout ça on arrive à une note? Est-ce que c'est crédible? Est-ce que ça sert à quelque chose? Ça c'est le point de vue des Américains. Ça sert à rien, mais néanmoins la méthode elle est sur la table, elle a le mérite d'exister. Est-ce qu'il faut qu'on la révise? Oui. Est-ce qu'il faut qu'on précise ce que veut dire chaque point? Qu'est-ce qu'on soit plus normatif? Oui, probablement. Donc c'est une crise de croissance. Pour moi, c'est une crise d'avancée. Pareil pour l'Europe. L'Europe avait mis sur la table quelque chose avec l'article 6, 8, 9 qui me semblait très intéressant. Il se trouve que ça n'a pas pris sur 27 pays comme ça devrait. Chacun a une interprétation. Il y a des difficultés pratiques et l'Europe dit faut peut-être qu'on revoie ça. Je trouve que c'est plutôt sain. C'est pas remettre en cause tout le cadre dans le. C'est rentrer plus dans le détail, c'est préciser. Rentrer plus dans le détail, préciser. Maintenant, on a appris. Ouais. Typiquement, c'est aussi ce qui se passe sur le label ISR. Hein. Maintenant, on a appris. On a quelques années. Il date de 2016. Ça fait 7 ans. Maintenant, il était temps de le revoir. On a appris de nos erreurs. Le rapport de l'Institut général des finances de l'IGF était là. Donc maintenant, on avance et on ajuste. Donc ça me paraît pas, si vous voulez, une crise de dire ça sert à rien ou tout est faux. Vous anticipez ma prochaine question. Ouais. Est-ce que ça sert à quelque chose? Non, mais c'était ça. Non, mais la question qu'on peut se poser en tant qu'épargnant, c'est si ça fonctionne moins bien en termes de performance et si on a du mal à comprendre globalement dans quel sens ça avance, est-ce que c'est peut-être complexe pour d'y aller en tant qu'investisseur, ou au contraire, on peut voir le verre à moitié plein, c'est comme ce que vous nous montriez tout à l'heure en disant certes, ça performe moins que les énergies fossiles, mais ça ne sous-performe pas non plus, et l'écosystème se consolide. Je pense que du point de vue de l'épargnant, il y a beaucoup d'avantages à continuer à aller sur l'investissement responsable. Le premier qu'on a vu souvent quand on en discute ici sur votre plateau, c'est la gestion du risque pour l'épargnant. C'est sûr que vous parliez des maisons de retraite tout à l'heure. Voilà, normalement, c'est des choses qu'on doit pouvoir éviter en faisant une analyse extra-financière des entreprises dans lesquelles on investit. Donc pour l'épargnant, il y a quand même un gage de sécurité. Le deuxième point, c'est que de toute façon, à un moment ou à un autre, il va falloir y aller et il va falloir quand même qu'on bascule. Il faut qu'on atteigne un point de bascule. Et celui qui détient la clé de ça, c'est quand même l'épargnant au final. Que ce soit l'institutionnel ou le particulier, on a tous à travers notre épargne, on a tous un moyen d'action, un levier qui doit faire basculer les choses. Aujourd'hui, on voit que c'est un peu la dernière roue du carrosse, MiFID, qui
qui doit normalement recueillir les demandes des épargnants sur leur volonté de placement. On voit que les épargnants, ils ont envie de s'exprimer sur ce sujet. Il y a encore un petit peu un écart entre ce qu'ils souhaitent et ce que veut le marché financier. Ça a été mis en place cette année. Encore une réglementation qui fait que cette année a été une année de transition, une année de flou. Depuis le début de l'année, c'est obligatoire. Tout le monde n'y est pas passé encore, mais ça va venir. Et je pense que là, on a besoin de ce flux-là pour passer, même si c'est pas parfait, pour pouvoir continuer à avancer et pour pouvoir atteindre un point de bascule qui semble assez nécessaire dans ce qu'on veut faire dans la finance responsable. Donc moi, j'y vois encore une fois une année de transition et qui est absolument indispensable de poursuivre cette dynamique. Merci beaucoup Kim Nguyen de nous avoir accompagnés donc dans Investir Responsable. Je rappelle que vous êtes président de Kermit. Merci beaucoup. Merci. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons avec Enjeu Patrimoine. Nous allons tenter de comprendre ensemble comment aborder l'investissement en résidence senior à fin 2023. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Thaïs Castan. Tout d'abord, bonjour Thaïs Castan. Bonjour Nicolas. Vous êtes associé chez LEA Finance et nous avons le plaisir de recevoir également Julien Bay. Bonjour Julien Bay. Bonjour Nicolas, bonjour Thaïs. Vous êtes directeur général de Domitis Invest. Alors, hasard du calendrier, on traite beaucoup de classes d'actifs sur ce plateau. Hasard du calendrier, aujourd'hui on traite de l'investissement senior. Et le cours d'Orpea chute en bourse. Un nouveau scandale émerge cette fois-ci sur Emera, donc des acteurs privés dans les EHPAD. Alors il faut bien rappeler aux gens qui nous écoutent que EHPAD et résidence senior sont deux choses différentes. Pour autant, certains peuvent quand même faire le lien ou en tout cas confondre les deux. J'ai envie de vous poser la question. Qui veut répondre à cette première question? Je sens que personne. Non. Julien Bay pour commencer et ensuite Thaïs Castan. Déjà, deux questions. La première... Est-ce qu'il y a un lien entre résidence senior et EHPAD? Et deuxièmement, je veux dire d'un point de vue performance, est-ce que les scandales qui ont touché les EHPAD peuvent avoir un impact sur les résidences seniors? Et quelle est la différence entre EHPAD et résidence senior? Alors, je vais commencer déjà par préciser la différence qu'il y a entre un EHPAD et une résidence senior. Un EHPAD, comme vous venez de le dire, est un établissement médicalisé Bien sûr. Qui prend en charge du coup la dépendance des personnes âgées. La résidence service senior, par opposition, n'est pas une structure médicalisée et va permettre justement le maintien à domicile du senior pour continuer à bien vieillir. Aujourd'hui, force est de constater qu'il y a une conséquence un peu indirecte à un petit peu tout ce qui se passe autour des EHPAD, c'est qu'on a des seniors qui évidemment avancent en âge aussi dans les résidences services. Bien sûr. On n'a pas trouvé la recette de la jouvence éternelle dans les résidences seniors. Pas encore. Et malgré tout, du coup, on a de plus en plus de seniors qui, lorsqu'ils avancent vers un stade de dépendance, essayent quand même de rester en résidence senior. Parce que justement, des idées reçues et pas forcément envie d'aller dans un EHPAD avec tout ce qui peut se passer dans les médias autour de ce sujet-là. D'accord, donc l'impact, on le voit à ce niveau-là de j'ai pas envie de passer à l'étape d'après qu'est l'EHPAD, voilà. D'accord. Et ce qui n'est pas forcément une bonne chose, puisqu'on a tendance, avec tous ces sujets-là, à vouloir opposer EHPAD et résidence senior. La résidence senior, pardon, n'est pas médicalisée. La résidence senior n'est pas médicalisée. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut bien préciser et répéter qu'en fait, il n'y a pas lieu d'opposer résidence senior et EHPAD. Ce sont deux étapes absolument complémentaires et qui doivent être justement bien mises en place pour pouvoir permettre le parcours résidentiel de la personne âgée en fonction de ses besoins, mais aussi en fonction de l'évolution de son état de santé. Alors, je précise pour ceux qui nous écoutent, donc il y a eu un scandale Orpea il y a 2 ans à cause d'un livre qui est sorti. Aujourd'hui, le cours de bourse financier d'Orpea, j'allais dire chute, mais je pense qu'on peut dire chute, effectivement, mais qui n'a rien à voir avec un nouveau scandale Orpea, c'est plus en lien avec une valorisation de l'entreprise. Et au même moment, en revanche, on a un autre acteur privé de l'EHPAD qui s'appelle Emera, qui voit quelques articles émerger dans la presse en lien potentiellement avec des accusations de maltraitance. Je vous pose la question, Thaïs Castan, même si on oppose ou si on confond résidence senior et EHPAD, est-ce que d'un point de vue d'investisseur, d'un point de vue d'épargnant, ça amène une manière différente d'aborder le sujet de l'investissement en résidence senior quand on voit peut-être la presse et les actes qu'il peut y avoir au niveau des EHPAD? De certains EHPAD dans le secteur privé, je précise, pardon. Oui, c'est une bonne question. En réalité, nos clients ne font pas la différence, en tout cas peu la différence, parce qu'on leur explique nous-mêmes au sein du cabinet ce qu'est une résidence senior, ce qu'est un EHPAD, et puis les critères d'investissement ne sont pas les mêmes, les choix du gestionnaire ne sont pas les mêmes. Enfin, il y a quand même pas mal de paramètres qui varient entre les deux investissements, qui sont soit des résidences seniors, soit des EHPAD, et même notre client peut avoir une préférence ou
faut un choix par rapport à cela. Donc en réalité, l'actualité impacte peu, même si lorsqu'on dit investissement auprès des seniors de manière générale, il y a quand même un déclic chez nos clients qui se disent mais moi attention, je ne veux pas participer au scandale et autres. Donc le but c'est de les rassurer et de leur montrer que le choix des gestionnaires que l'on fait est de qualité et voilà. Si on parle maintenant d'investissement en résidence senior, qui est le sujet de cette émission, on parle donc, Julien Bay, d'investissement dans des structures qui accueillent des seniors qui ne sont pas médicalisés, donc normalement qui sont un peu plus jeunes. Et là, pour le coup, on investit dans quoi concrètement ? C'est l'une des grandes différences qu'il y a également entre l'EHPAD et la résidence senior. Dans une résidence senior, on parle de véritable logement, puisque les résidents vont établir leur résidence principale dans la résidence. Bien sûr. Donc principalement des appartements type 2 qui, selon les opérateurs, vont faire entre 40 et 45 mètres carrés. Et également des appartements type 3 pour accueillir principalement des couples ou des seniors qui, quittant un logement assez spacieux, veulent une petite transition avec l'appartement type 2 en passant par un type 3 qui va plutôt lui faire aux alentours de 60-65 mètres carrés à peu près. Pour autant, on ne parle pas d'investissement en immeuble, mais en résidence, parce qu'il y a des services dans les immeubles construits pour des résidences seniors. Tout à fait. Et au-delà de ces logements adaptés au maintien à domicile, vous allez avoir un ensemble de services proposés soit sous forme de formule, soit à la carte, qui vont participer justement au bien vieillir du résident, avec des services qui vont passer par l'accueil, la conciergerie, mais tout un ensemble d'animations. Un élément de service très important et très recherché qui est la restauration, qui est un élément fondamental du bien vieillir. Et on va avoir aussi tout un ensemble dédié au bien-être, avec des services plus ou moins étoffés selon les opérateurs, en fonction aussi du positionnement qu'il y a sur le sujet, quoi. Mais je rebondis parce que c'est un des choix de sélection des résidences et donc des partenaires avec lesquels on travaille, à savoir est-ce que la résidence est placée dans un centre-ville dynamique, parce que l'investissement en résidence senior est un investissement locatif à proprement parler. C'est la question que j'allais vous poser, c'est en fait est-ce qu'on l'aborde comme un investissement immobilier classique ? Absolument, parce qu'en fait, contrairement aux EHPAD, justement, on va avoir des résidences qui vont être localisées dans des centres-villes plutôt dynamiques, avec des prestations de services à côté. Donc on peut avoir effectivement des services liés à la santé, type laboratoire et autres, mais aussi des restaurants, des boutiques, parce que ces personnes-là continuent à vivre, à sortir, même si elles souhaitent vivre ensemble. C'est un investissement qui est intéressant sur le plan de la localisation, parce que ça évolue au même rythme qu'un appartement qui serait logé en centre-ville, par exemple. Alors, autre question, vous allez me dire que je cherche systématiquement la petite bête, c'est pas forcément l'idée, mais quand on voit que l'investissement immobilier, lui, pour le coup, peut être freiné, voire être à la peine aujourd'hui en lien avec la hausse des taux et le coût du financement, est-ce que les investissements en résidence senior, qui sont de l'investissement locatif par essence, parce qu'on n'achète pas pour y vivre, enfin peut-être que si, vous allez nous le dire, Julien Bay, mais est-ce que là, pour le coup, on constate plus de difficultés à aller sur ce type d'investissement aujourd'hui ? Alors, de manière générale, oui, le contexte aujourd'hui lié au taux d'intérêt complexifie l'accès à l'immobilier, ça c'est certain pour nos clients. Au global. Après, il y a différents moyens d'investissement, parce qu'il faut rappeler que l'investissement immobilier locatif, c'est un outil primordial de création de patrimoine et de création de rente également pour soi, pour la retraite. Donc, c'est vrai que des personnes aujourd'hui peuvent investir en cash, parce qu'on en parlait avec Julien tout à l'heure, et puis peuvent également investir via le crédit, mais aujourd'hui, ça se complexifie, c'est vrai. On attend, les investisseurs sont attentistes par rapport à... Donc ça veut dire que l'investissement résidence senior s'adresse à ceux qui ont du cash globalement et qui cherchent à diversifier un patrimoine dont ils possèdent déjà les fonds. C'est ça, Thaïs Castan et ensuite Julien Bay. Aujourd'hui, oui. Plus de souscriptions en cash, mais c'est lié au contexte, parce que le crédit s'y prête totalement également. Et puis aussi, pour sécuriser un patrimoine, diversifier ses actifs en immobilier ou autre, c'est un outil intéressant. Julien Bay, face au contexte actuel de hausse des taux, alors c'est vrai qu'on a connu une hausse des taux rapide sur la dernière année, ça devrait se stabiliser sur l'année qui vient. Plusieurs experts du marché immobilier espèrent d'ailleurs globalement que ça va peut-être détendre un petit peu ce marché immobilier. Comment est-ce que l'investissement résidence senior traverse cette période ? Comme le disait Thaïs, notamment sur le premier semestre de l'année, avec l'augmentation brutale des taux, et finalement l'inertie propre au recalibrage des programmes immobiliers, on a eu un certain nombre de clients qui se sont trouvés confrontés à un effort d'épargne trop important par rapport à ce qu'ils envisageaient dans leur stratégie patrimoniale.
les choses se sont un peu détendues, on va dire, à l'horizon de l'été, par le travail des opérateurs immobiliers, mais aussi par un certain nombre de signes de détente qu'on commence à observer depuis le mois de septembre-octobre sur le marché du crédit. Ce qui ressort aussi beaucoup de cette période, ce sont tout ce qu'on va appeler les critères extra-financiers, puisqu'on parle évidemment d'effet de levier du crédit, on parle de rentabilité, mais l'épargnant en particulier cherche aussi à, quelque part, sécuriser sa stratégie patrimoniale. Donc quand on parle de résidence senior, on parle de pérennité, on parle de gestion locative complètement déléguée à l'exploitant qui gère la résidence. On parle aussi d'investissements qui sont en ligne avec la tendance éco-responsable qui est de plus en plus prégnante dans les critères et de prise de décision des épargnants. Et surtout, je crois qu'il y a 2 phénomènes hyper importants à mettre en avant. C'est la simplicité de gestion. Les épargnants veulent investir, mais n'ont pas envie de se rajouter de charges dans la gestion de leur patrimoine. Donc là, avec un exploitant qui, en gros, s'occupe de tout, ça répond à pas mal de critères. Et je crois aussi qu'il est important de mettre en avant le fait que les épargnants sont sensibles au fait que leur investissement ne va pas leur créer de fiscalité supplémentaire, notamment avec le mécanisme de loueurs en meublé non professionnels. On a une idée de chiffres ou de proportions par rapport à la demande, alors pas la demande d'investisseurs, mais la demande de locataires potentiels sur des investisseurs seniors, sur le marché aujourd'hui de l'investissement en résidence senior ? Alors, ça, c'est vraiment le point fondamental qui passe un peu en second rang avec l'actualité immobilière, mais c'est un fondamental à mettre en avant. Depuis 2020, on est dans le pic d'augmentation du vieillissement de la population en France. D'accord. Ouais. C'est-à-dire que jusqu'en 2020, on avait une augmentation du vieillissement liée à l'allongement de l'espérance de vie. Depuis 2020, on voit arriver à l'âge de plus de 75 ans les fameuses générations nées dans le baby-boom. Donc les besoins sont exponentiels et l'offre en face, elle augmente, mais très peu. Et vous avez certainement vu passer en début d'année un rapport du Haut Commissariat au Plan qui s'empare un peu du sujet de l'adaptation du vieillissement, de la société au vieillissement de la population, et qui estimait qu'entre 2020 et 2050, il fallait produire 300 000 nouveaux logements non médicalisés pour répondre à ces besoins, avec un pic avant 2030. Thaïs Castan, alors peut-être question, j'aime bien parler de couple rendement-risque aussi, il y a un moment quand même quand on parle d'investissement, quand on voit qu'il y a une telle demande sur des sujets de logement senior, est-ce que l'investissement, quel est le niveau de risque qu'on met sur un investissement en résidence senior ? Alors effectivement, il faut passer par les bons opérateurs, il faut avoir les bonnes localisations, il est peut-être là le sujet, mais... C'est ce que j'allais vous dire, quand on parle d'investissement immobilier, il y a quand même plusieurs critères à respecter pour faire un investissement de qualité, alors à savoir déjà l'emplacement. L'emplacement en immobilier, on le sait, c'est le secret d'un investissement pérenne. Il y a également le choix du gestionnaire qui sera finalement l'unique locataire, donc avoir sa pérennité, son historique de performance, la stabilité financière. Il y a vraiment différents critères à analyser. Et puis, on n'en parle pas suffisamment, mais c'est le cadre juridique lié au bail qui est signé entre le locataire et le propriétaire. C'est souvent donc un bail commercial grâce au régime LMNP qui permet, comme le disait Julien, de bénéficier d'une fiscalité neutre sur les loyers. Tant qu'on ne dépasse pas un certain montant, mais ça j'imagine que le gestionnaire fait attention à ça ou... Alors pour un seul bien, c'est compliqué. D'accord. C'est très très rentable, mais non, c'est compliqué, mais effectivement, il y a le régime micro, il y a le régime réel. Après, il vaut mieux être accompagné d'un professionnel, d'un expert comptable, d'un cabinet, parce que ça peut devenir technique en termes de déclaration. Mais globalement, oui, il y a quand même différents critères à respecter pour faire un investissement de qualité, et je ne pense pas que toutes les résidences seniors en France, malgré la demande, soient pertinentes. Donc, le choix du gestionnaire, de la localisation et du cadre juridique est primordial. Merci beaucoup Thaïs Castan, associé chez LEA Finance. Merci Julien Bay, directeur général de Domitis Invest. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans l'œil du CGP. Et c'est parti pour l'œil du CGP. Nous allons tenter de comprendre ensemble ce que l'on peut faire vis-à-vis de son patrimoine sur les dernières semaines qu'il reste avant la fin de l'année. Peut-être l'occasion d'alimenter un compte PER ou en tout cas de préparer sa retraite. Autant de questions que nous allons traiter aujourd'hui avec Séverine Flotte de Pouzeul. Bonjour Séverine Flotte de Pouzeul. Bonjour Nicolas. Bienvenue dans l'œil du CGP. Vous êtes fondatrice de la financière de l'Aubrac. Alors si on met de côté le côté fiscal, évidemment, et optimisation fiscale en matière d'investissement, sur les semaines qui restent avant la fin de l'année, que peut-on faire lorsque l'on veut optimiser son patrimoine ? Est-ce que la retraite, par exemple, c'est le premier sujet auquel on pense ? Alors, je pense que ce devrait être le premier sujet auquel on devrait penser, que ce soit du 1er janvier ou le 31 décembre. D'accord, oui, pas forcément qu'en décembre. Et comme pas seulement en décembre. Et comme vous le disiez justement,
mis à part la fiscalité finalement. Bien sûr. Oui. Épargner, bien sûr. Donc, vous venez d'évoquer le plan d'épargne retraite, qu'il soit individuel d'ailleurs ou collectif. Ex-Madeleine, moi je crois qu'on va faire un focus plutôt sur le plan d'épargne retraite individuel. Individuel, celui sur lequel on a la main directement, oui. Voilà, absolument, pour les particuliers. Donc, effectivement, chaque année, on raisonne exercice fiscal, 1er janvier, 31 décembre. Nous pouvons décider d'ouvrir un plan d'épargne retraite individuel, plafonné, certes. C'est écrit à la fin de chaque dernier avis d'imposition. Donc, bien sûr. Reçu en septembre, vous avez les plafonds que l'on peut récupérer aussi, etc. Donc ça, c'est un placement en vue de la retraite et qui a effectivement une connotation tout à fait sympathique en termes de fiscalité, puisque plus on a de la chance en France, plus on est fiscalisé et plus la tranche marginale est importante, plus on peut déduire de ses impôts grâce à ce plan d'épargne retraite. Peut-être apporter une précision, faire un focus aujourd'hui plus que jamais. Je crois que certains ont pu le lire ou l'entendre de votre part aussi. C'est la dernière année, donc on a encore quelques jours, 3 semaines disons, pour ouvrir des plans d'épargne retraite à nos enfants mineurs. Bien sûr, oui, complètement. Oui. Voilà, donc ça a été discuté en projet de loi au Parlement, je crois, en octobre. Pour la loi de finances pour 2024, effectivement. Absolument, oui. donc qui veut dire 2024, encore possible. De ce fait, je trouve que quand on est parent, on a tous envie de mettre de l'argent de côté pour ses enfants, souvent pour le permis de conduire, les études, etc., mais aussi pour se loger, qui est quand même un besoin primaire. De fait, on peut ouvrir ce plan d'épargne, enfin, depuis toujours d'ailleurs, depuis l'existence, mais cette année c'est la dernière, donc c'est pour ça qu'on enfonce un petit peu le clou. Bien sûr. Donc autant d'enfants que l'on a, nous pouvons, enfin les parents peuvent mettre de l'argent sur un PER ouvert au nom de l'enfant. Donc le souscripteur est bien l'enfant. Donc ça lui profitera le jour où il souhaitera acheter sa résidence principale. Parce que c'est un cas de déblocage anticipé, c'est ça ? Exactement, Nicolas, puisqu'on sort du PER, il n'y a pas 36 solutions, il y en a 2. C'est soit la retraite, c'est l'esprit de la loi quand même, bien sûr. Ou l'acquisition d'une résidence principale, d'ailleurs que ce soit la première ou la 10e, soit la résidence principale. Donc voilà, cet enfant pourra, lors de ses 18, 25, 30 ans, peu importe, en tout cas pourra acheter, ça fera un apport pour se loger. Et je crois que quand on est parent, je le disais, c'est un besoin, enfin en tout cas c'est une volonté d'aider ses enfants. Mais alors pourquoi profiter du PER jeune d'ici la fin de l'année quand on a des livrets A ou des assurances vie pour justement mettre de l'argent de côté pour ses enfants ? Eh bien justement, c'est là que ça devient super intéressant, Nicolas. C'est que non seulement on met de l'argent pour ses enfants, comme on le fait régulièrement sur des livrets divers et variés, réglementés comme vous venez de le dire, mais surtout ça profite aux parents. C'est-à-dire que cette fois-ci, les parents peuvent mettre de l'argent de côté au nom de l'enfant, tout en ayant un avantage fiscal sur le foyer. D'accord. Comme si c'était papa ou maman. Papa et maman, c'est d'ailleurs cumulatif. Papa, maman et 1, 2, 3 enfants ou 4, peu importe. Donc voilà, alors attention, c'est limité à 4 400 €, un plafond de la sécurité sociale. D'accord. Alors si l'enfant a 1 an, il y aura un plafond, 4 000, c'est 10%, donc c'est 4 000 €. Je crois que j'ai fait une petite erreur. C'est que pour les enfants mineurs, on est d'accord. Les enfants mineurs, absolument. Et l'enfant qui a 5 ans, par exemple, ou 15 ans, peu importe d'ailleurs, on peut rattraper les 3 dernières années. Donc en gros, au maximum, pour peu que l'enfant ait plus de 3 ans, vous l'aurez compris, 4 ans même, on peut mettre jusqu'à 12 000 € d'ici le 31 décembre. Dernière question rapide. Après le 31 décembre, si j'ai ouvert le PER pour mon jeune, pour un enfant sur ces 3 semaines, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, vous avez bien fait, Nicolas. Vous avez bien fait parce que du coup, vous allez avoir la réduction d'impôt. Imaginons que vous êtes un Français moyen, tranche marginale 30% et que vous avez mis 10 000 € pour votre enfant qui a 4 ans, par exemple, pour faire un compte rond. 10 000 fois 30%, vous aurez, grâce à ce PER pour votre enfant, vous aurez une réduction d'impôt, une bonne surprise en juillet 24 de 3 000 €. Et je peux faire d'autres versements par la suite ou Non, ce sera terminé. Ce sera terminé. Il sera en sommeil, mais bon, ce sera toujours ça de prix. Ce sera toujours ça de prix. C'est le super PEL de l'année 2023. Merci beaucoup Séverine Flotte de Pouzel de nous avoir accompagnés dans l'œil du CGP. Je rappelle que vous êtes fondatrice de la financière de l'Aubrac. Merci beaucoup et quant à nous, on se retrouve très vite sur Bismart.